بيروت أغنية وراحوا أهلي وأهلك والحضارة وحدتنا والسماح وصمودنا وقوافل الأبطال من ضحوا وراح تحرسوك الرماح. La grande Fayrouz a interprété Yachem Ouad As-Saïf, un très beau poème écrit par le grand Saïd Aql et bien sûr composé par les deux génies, les deux frères Assi et Mansour Rahbani. Cher professeur Slim Larmeni, bonsoir Bonsoir, et bienvenue parmi nous au studio A Aïchak. sur les ondes de RTCI pour parler de votre nouvel ouvrage. Félicitations d'ailleurs. Merci. Alors, ça vient de paraître il y a à peine quelques heures, hein, quelques jours, n'est-ce pas? Il y a une semaine, Il y a une semaine. C'est l'ordre juridique international, souveraineté, égalité et logique de l'accord, une théorie tiers-mondiste. Je vais essayer de le montrer un peu à la caméra. Je ne sais pas si Sofiane pourra le prendre dans la caméra. Donc, félicitations encore une fois pour ce beau livre, pour ce Ouais. grand livre, hein, un livre de 800 pages. Si je ne tiens pas compte de la table des matières à la fin. Tout d'abord, professeur Slim Larmeni, pourquoi ce choix de ce titre? Et surtout, pourquoi une théorie tiers-mondiste? Ça veut dire quoi une théorie tiers-mondiste? Est-ce que les théories scientifiques, puisque le droit est une science aussi, science humaine certes, mais c'est une science, est-ce que les théories peuvent, se vêtir d'une certaine orientation, d'une certaine tendance, d'une certaine appartenance, d'une certaine sympathie pour un tel groupe ou un autre? question centrale, s'il en est. Dans le domaine des sciences humaines, le concept d'objectivité, de distance entre le sujet et l'objet a un sens particulier. C'est que il est impossible, je dis bien impossible, d'être totalement coupé de son objet, comme un biologiste peut être coupé de son objet, ou comme un physicien peut être coupé de son objet. En sciences politiques en général, en sciences humaines plus généralement encore, il n'y a pas d'objectivité au sens des sciences dures. Qu'est-ce qu'alors que l'objectivité? Quelle forme peut avoir l'objectivité? Je pense que la première condition de l'objectivité en sciences humaines est de dévoiler sa subjectivité et de dire le non-dit qui nécessairement va transparaître dans l'écrit. De le dire, d'une part. La deuxième garantie d'objectivité relative dans les sciences humaines, c'est de considérer, dans le domaine du droit en particulier, que quelles que soient mes convictions, quels que soient mes partis pris, et mon parti pris dans ce livre est tiers-mondiste, on reviendra peut-être, si vous voulez, sur la signification aujourd'hui de cette appartenance, Oui. de cette identification, c'est de considérer que dans la mesure où le droit positif échappe à ton parti pris, il faut l'avouer. C'est-à-dire que la contrainte intellectuelle doit prendre le pas sur l'appartenance. Et la contrainte intellectuelle, c'est de considérer que sur telle ou telle question, ton parti pris n'est pas confirmé par le droit. S'il est confirmé par le droit, c'est tant mieux.
S'il ne l'est pas, il faut le dire. C'est à mon sens cela la signification de l'objectivité dans les sciences humaines et en droit en particulier. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. Mhm. Dans le conflit actuel, et je passe du droit international au droit constitutionnel, sur telle ou telle question, on peut être favorable à avoir un parti pris en faveur du président de la République. Ou alors on peut avoir un parti pris en faveur du président du gouvernement. Cela est inévitable. Forcément, on est plutôt plus proche de l'un que de l'autre. On ne peut pas être à égale distance, c'est impossible. Mais on doit considérer que cette proximité intellectuelle, idéologique, doit céder le pas sur l'objectivité du droit. Cela veut dire que même si je suis plutôt du côté du président, si sur une question particulière, Technique. c'est la thèse défendue par le chef du gouvernement qui est juste, eh bien je vais dire, malheureusement, subjectivité, c'est le chef du gouvernement qui a raison. Ou malheureusement, c'est le chef de l'État qui a raison. C'est la même chose quand il s'agit de considérer non pas le droit qu'il y a entre les institutions politiques, mais le droit qu'il y a entre les États. Entre les États. Parce que c'est uniquement cela la différence. D'accord. On va revenir sûrement sur votre prise de position dans ce livre, Slim l'Arménie, mais une question très curieuse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette couverture? Vous avez choisi deux peintures de Pablo Picasso qui sont La guerre et la paix, deux œuvres qu'il a faites en 1952, au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Pourquoi ce choix pour votre livre? D'abord, le choix a porté sur Picasso lui-même, qui a beaucoup dépeint, la douleur, qui a beaucoup dépeint dans une certaine période de sa vie de peintre, qui a beaucoup dépeint la guerre, la douleur, qui, comme vous le savez, a vécu la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole, et qui a un autre tableau, qui là est un tableau, c'est Guernica, Qui est plus connu. qui est beaucoup plus connu, mais qui ne dépeint qu'un aspect des choses, c'est-à-dire la guerre et la douleur. Oui. Et là, nous avons encore un Picasso, mais un Picasso, je dirais, d'après la guerre. Et qu'est-ce qu'il y a après la guerre? Il y a la paix. Et c'est cela l'ordre des deux. En fait, c'est des fresques murales. Hein. C'est pas des tableaux, c'est des fresques murales qu'il a nommées La guerre et la paix. Et moi, j'ai choisi comme couverture de la première page la guerre. Oui. Et de la quatrième page, la paix. Couverture, c'est la paix. Oui, parce que c'est l'ordre dans lequel Picasso a conçu son œuvre, cette œuvre, ces deux fresques, qui se trouvent dans une sorte de caveau peint sur le mur, dans le musée Picasso. Dans la chapelle du musée, voilà. Justement. Et or, il se trouve que c'est un peu cela, ce qu'il y a entre les nations. Ce n'est pas la paix Tout le temps. et la guerre, Voilà. c'est la guerre et la paix. Et donc ça me semblait correspondre, en plus de l'esthétique de l'œuvre, cela me semblait correspondre à la réalité des choses dans les rapports entre les nations. La guerre d'abord, la paix ensuite. Et dans cette fresque, le premier tableau intitulé La guerre, vous pouvez apercevoir à gauche l'ordre, le pouvoir, sous ce soldat un peu géant, n'est-ce pas, Oui. qui a son bouclier, et puis en face, il y a en quelque sorte la horde d'agresseurs. Donc il y a aussi le juste et l'injuste dans la guerre. Il y a le juste et l'injuste. La guerre et la paix ne sont pas deux choses séparées. Il y a dans la guerre ceux qui défendent la paix et qui pour cela font la guerre. Le peuple palestinien en est un exemple. Tout à fait. On va revenir au peuple palestinien, puisque dans ce livre, vous développez
amplement ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui apparemment est devenu la définition moderne de la notion de souveraineté. Les choses ont changé depuis que j'ai fait des études de droit, que vous m'avez enseigné le droit international public, Cicely. Dans ce livre, vous dites « Ceci n'est pas un manuel ». Pourquoi ? Parce que les manuels ont une définition quasiment réglementaire, et puis un style particulier que personnellement je n'ai jamais particulièrement apprécié. Le manuel, c'est d'abord un programme officiel. Et il se trouve que le programme officiel d'enseignement du droit international, qui en Tunisie n'existe pas de manière formelle, de manière centralisée et formelle, mais en tout cas celui qui est adopté par la plupart des enseignants, qui commence par les sujets du droit international, ensuite les sources du droit international, ensuite éventuellement, si on a un peu de temps, les espaces internationaux. Ce découpage ne dit pas le droit international. Il est trop aseptisé pour ce droit très particulier qu'est le droit international. Il ne correspondait donc pas à ma vision du droit international. Et donc ce n'est pas un manuel en ce sens-là. En ce sens-là, ce n'est pas un... Et pourtant, c'est ce que j'ai enseigné durant toute ma carrière en droit international. C'est cela ce que j'ai enseigné, non pas un découpage aseptisé où chacun peut avoir raison et en même temps un peu tort, où il faut nuancer, etc. Non, j'ai un parti pris que je défends, mais que je défends non pas en idéologue, que je défends en positiviste. C'est-à-dire que je considère que, encore aujourd'hui, que la thèse tiers-mondiste, que le droit international confirme, conforte ce que je considère être la thèse tiers-mondiste, qui est très simple, qu'un État n'est engagé que par sa volonté. Un État ne peut être lié que par une norme, et c'est ça la grande différence entre le droit interne et le droit international. En droit international, les États ne sont liés que par leur volonté. Cette thèse très simple, eh bien, la plupart des manuels occidentaux, et malheureusement la plupart des enseignements du droit international dans les pays du tiers-monde, eh bien, ne l'adoptent pas. Ils sont plutôt pour une thèse dite objectiviste, où les États respectent le droit comme si c'était des citoyens qui respectaient le droit de l'État. L'État n'est pas un citoyen en droit international. L'État est à la fois, et c'est sa particularité, créateur et sujet en même temps. Et perdre de vue cela, c'est une transfiguration du droit international. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Cicely l'Arménie ? Est-ce que vous l'avez écrit parce que vos étudiants de droit en ont besoin ? C'est votre cours de droit international public. Est-ce que c'est écrit, c'est dédié au grand public ? Vous voulez initier monsieur tout le monde au droit international, à sa philosophie, à ses règles, à ses sources, etc. Est-ce que c'est pour les profanes ? Est-ce que c'est une position que vous marquez pour l'histoire, pour l'avenir ? Vous cherchez à prouver la pertinence de cette thèse que vous adoptez, que vous défendez, que vous appelez ou que vous qualifiez de théorie ou de thèse tiers-mondiste. Oui, en écrivant ce livre, je fais montre de beaucoup de prétentions. La prétention suivante, celle que dans les pays du Sud ou du tiers-monde, on est capable de produire, non pas un manuel, non pas une glose, mais de produire une théorie du droit international. Non pas de créer, mais de produire une théorie du droit international. En tant que théorie du droit international, elle intéresse évidemment les étudiants, les chercheurs, mais cet aspect théorique, à mon sens, dépasse même le champ juridique. C'est-à-dire concevoir le droit international comme un ordre
qui est réduit à une sorte de triangle, de pyramide inversée, dont les trois angles sont d'abord la souveraineté, ensuite l'égalité, parce qu'on ne peut pas penser la souveraineté s'il n'y a pas d'égalité, sinon il y aurait des États plus souverains que d'autres, ce qui est une contradiction in adjecto entre les termes. C'est la réciprocité en Et quelque les sorte. deux ensemble ne peuvent que déterminer un mode de formation du droit qui est l'accord. Parce que s'il n'y a pas accord, il y a commandement. S'il y a commandement, c'est qu'il y a un supérieur et un inférieur. S'il y a un supérieur et un inférieur, c'est qu'il n'y a pas d'égalité et que donc il n'y a pas de souveraineté. Donc ça détruit toute la théorie. Voilà. Et c'est pour cela, c'est en cela que j'ai cette prétention de contribuer à une théorie du droit international. Elle est tiers-mondiste, en ce sens que précisément cette théorie qui correspond à l'état du droit positif aujourd'hui est ce qui est en faveur du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence, je dis bien une coïncidence, non pas un hasard, mais une coïncidence entre l'intérêt objectif des États du tiers-monde et la réalité de l'ordre juridique international. Et je souffre de ce que des enseignants dans les facultés des États du tiers-monde enseignent une théorie qui ne correspond ni au droit, ni aux intérêts de leurs États. Souveraineté, disais-je. Mais souveraineté, ici, dans ce livre, je montre qu'en droit, la souveraineté, vous venez de le dire, n'est plus de ce qu'elle était. La souveraineté, elle n'est pas accordée par le club des nations civilisées aux États reconnus. Non, la souveraineté est une concrétisation du droit des peuples. Donc, on ne peut pas penser une souveraineté qui n'exprime pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La souveraineté, c'est le droit des peuples à son stade de réalisation. Un État n'existe et n'est souverain que par la volonté d'un peuple. Et cette volonté du peuple n'est pas désincarnée. Ce peuple n'est pas une idée, une image. Ce peuple est, d'une part, une force qui fait l'histoire. Quand ce peuple est dominé, quand ce peuple est privé de son territoire, c'est une volonté. Et ce peuple est également un peuple de citoyens une fois que la souveraineté est conquise. Donc, cette souveraineté, ce concept de souveraineté que je dispose ici, ne peut pas être distingué, séparé du concept de démocratie et du concept de droits humains, les deux concourant à exprimer la volonté d'un peuple une fois que ce peuple a pu obtenir, souvent arracher, son indépendance et sa souveraineté. De la colonisation. Donc voilà. Souveraineté réunit ces trois concepts fondamentaux qui sont les droits des peuples, le droit à la démocratie et les droits humains. Je voudrais, avec votre permission, lire un petit extrait du livre, une position que vous avez exprimée, et je vous poserai ma question tout de suite après. En tout cas, c'est une question qui m'est venue aussi comme ça, d'une façon un peu subjective aussi. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions dans ce livre, contrairement à ce qu'il donne comme impression d'être un livre de droit, mais c'est un livre chargé de sensations et d'émotions très humanistes. Alors vous dites, professeur Slim Larmeni, dans ce livre, je rappelle que nous sommes en train de parler de votre nouveau livre, L'ordre juridique international, souveraineté, égalité et logique de l'accord, une théorie tiers-mondiste. Vous dites ce qui suit. Ma subjectivité de professeur tunisien de droit international est la suivante. Soutenir, quand elles sont à mon point de vue juridiquement soutenables, les thèses favorables aux États du tiers-monde.
Oui, j'y crois encore. Soutenir, quand elles sont à mon point de vue juridiquement soutenables, les thèses favorables au peuple qui lutte contre l'oppression. Soutenir, quand elles sont à mon point de vue juridiquement soutenables, les thèses favorables aux droits humains et aux droits de la démocratie. Le droit international, pour lequel j'argumente ici, est comme l'écrivait Charles Chaumont, ce droit qui peut figurer dans l'arsenal politique et psychologique des faibles contre les forts. Pourtant, je l'avoue, ce livre, qui n'est pas un manuel, est le texte du cours général de droit international que j'enseigne à la faculté des sciences juridiques et que je fige ici par l'écrit. Je l'ai voulu engagé, clair et argumenté. Ai-je dans mon échec à produire un manuel réussi à défendre une thèse? Vous en jugerez. Mon cher professeur Slim, est-ce qu'on peut parler d'un certain romantisme, idéalisme, un choix humaniste dans l'enseignement d'une science humaine comme le droit? Je lis des pages de ce grand livre, je n'ai pas lu la totalité des 800 pages, mais j'ai lu des pages entières de ce livre, qui est très détaillé, qui est très riche, qui va très loin dans la recherche et dans l'interprétation des notions, des concepts, des idées. Et j'ai de plus en plus le sentiment que je ne suis pas devant un livre ordinaire de droit, non. C'est une sorte de déclaration, c'est une vision, c'est une annonce d'un choix, d'une foi, je crois. Est-ce que ceci aussi a un rapport avec votre professeur Charles Chaumont? Je vais commencer par le commencement. Nous étions en licence de droit, c'est-à-dire à ce qui correspond aujourd'hui à la 3e année, parce qu'à l'époque, on faisait 4 années de droit. Donc à la 3e année, on avait le cours général de droit international qui nous était enseigné à l'époque par un professeur français, frais agrégé, jeune agrégé toulousain qui était enseignant à Tunis et qui nous enseignait un droit international qui ne correspondait absolument pas du tout à nos attentes. Nous étions un petit groupe d'amis en même classe. Je me limiterai ici à nommer celui qui n'est pas tunisien parmi eux, qui m'est le plus proche intellectuellement, mauritanien, qui a fait 4 années avec moi de licence, et puis qui est allé enseigner à l'étranger, enfin en France. Son nom c'est Lou, et son prénom c'est Gourmou. Un grand ami, un homme d'une intelligence supérieure. Et nous avions découvert, il avait découvert, dans la bibliothèque de la faculté de droit de Tunis, un cours de droit international qui ne correspondait pas du tout à ce qui nous était enseigné, avec un souffle particulier, avec une profondeur théorique particulière. Parce que le droit, ce n'est pas une description. Le droit coupé de la philosophie ne sert à rien. Le droit coupé de la morale ne sert à rien. Si ça sert à faire des métiers. Et donc nous avions lu cet ouvrage. Il se trouve que c'était l'ouvrage du maître de Nancy, comme on l'appelait, parce qu'il avait une école à Nancy, Charles Chaumont, tiers-mondiste et maoïste. En plus. Et il avait créé une école, l'école de Nancy et de Reims, qui regroupait les tiers-mondistes. Parmi eux figurait Sid Ahmed Mahiou, un Algérien, Majid Benchir, un autre Algérien. Et dans les environs, il y avait cet immense Mohamed Bjaoui qui est devenu premier ambassadeur algérien en France après l'indépendance. Ce n'était pas un boulot facile. Ensuite, il était entré à la commission de droit international, ensuite il est devenu juge, et ensuite il a présidé la Cour internationale de justice. C'est un immense monsieur. Et donc il y avait ce courant-là, ce mouvement-là, le mouvement tiers-mondiste.
les années 60, mais surtout la force du tiers-mondisme, c'était les années 70. Donc oui, la passion avec laquelle je m'adresse à vous maintenant montre, oui, qu'il y a une part de romantisme, certainement. Mais j'ajoute toujours dans les passages que vous avez cités, quand c'est soutenable. Quand c'est soutenable, quand c'est juridiquement soutenable. Et c'est cela, à mon sens, ce dont je vous parlais au commencement de notre discussion. Afficher sa subjectivité, déclarer sa subjectivité, mais y mettre un frein, une limite, et la limite à la subjectivité, c'est l'argumentation juridique. Si ce n'est pas défendable, je ne vais pas défendre une thèse qui, en droit positif, n'est pas défendable, qui ne correspond à rien, sauf à mes désirs. Mais s'il se trouve que mes désirs, en vérité, l'intérêt des États du tiers-monde, sont confirmés par l'état de droit positif, pourquoi ne pas en parler, pourquoi ne pas le dire, pourquoi ne pas le crier? Et je le répète, c'est ma douleur que de voir que dans les États du tiers-monde, on fait de la répétition de ce qui s'enseigne dans les universités. Pas tous, évidemment, il y a encore de formidables théoriciens du droit dans les États occidentaux, mais la plupart sont objectivistes, la plupart considèrent que la volonté de l'État, c'est pas quelque chose de très important. Je m'en explique dans ce livre avec moult détails, donc je ne vais pas en parler ici. Pourquoi ne pas prendre argument du droit dans la lutte du faible contre le fort? Parce que, oui, je l'entends, vous l'entendez certainement ici, là, mais le droit international, ça sert à rien, c'est le plus fort. Oui, mais c'est vrai que c'est le plus fort, mais heureusement qu'il y a le droit. Parce que si, d'une part, c'est la loi du plus fort, et d'autre part, il n'y a pas de droit, eh bien, alors, on se tait, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je dis, moi, pour défendre le peuple palestinien? Quel est mon argument premier? Je pourrais dire, les Palestiniens sont les plus faibles, donc on n'en parle plus. En face, il y a une puissance nucléaire soutenue par la première puissance mondiale, donc on n'en parle plus. Non, ce qui est mon argument premier, c'est que c'est un peuple qui lutte pour son autodétermination. Et ça, c'est un argument juridique. Ce n'est pas un argument politique, puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le fondement même de la souveraineté, c'est ce que j'essaie de montrer. Donc, oui, romantisme, peut-être, je ne sais pas si le mot adéquat, mais certainement une passion. Mais une passion qui n'exclut pas du tout la considération ultime pour une personne qui pense faire œuvre, non pas de science, c'est trop prétentieux, mais de distance, eh bien, c'est de ne jamais défendre l'indéfendable. Même quand l'indéfendable, n'est-ce pas, semble être favorable aux thèses que l'on a, ou à l'idéologie qu'on a. Je vous l'ai dit, c'est ça ce qui distingue le juriste qui fait œuvre de science de l'idéologue. Si ma thèse n'est pas confirmée par le droit, je dois dire que ma thèse n'est pas confirmée par le droit. Et je ne défends que ce qui est défendable en droit. Sinon, je fais autre chose. Je vais faire des relations internationales, un peu ce qui est très en vogue en Tunisie. On parle pratiquement jamais de droit en Tunisie, de droit international. Par contre, tout le temps, on entend des théories un peu plus extravagantes les unes que les autres, des théories de relations internationales où on nous dit voilà ce qui va se passer, voilà, le complot international, la main invisible, etc., etc. Oui, bon, je conçois qu'on puisse en parler, mais quand sonne l'heure de l'histoire, quand le peuple palestinien se fait massacrer, à quoi s'accroche-t-on? On s'accroche au droit. À la légalité là, on internationale. parle d'apartheid, Oui. là, on parle de crimes de guerre, Oui. là, on parle de crimes contre Génocide, l'humanité, oui. là, on parle de négation d'un peuple, et ça, ce ne sont pas des arguments de politistes ou de relations internationales.
Là, c'est des arguments de droit. Et c'est pour cela que ce passage de Charles Chaumont me semble fondamental. Le droit doit figurer parmi l'arsenal des faibles contre les forts. Et il ne faut pas renoncer à cela. Il ne faut jamais renoncer à cela. Donc vous avez écrit entre autres ce livre pour l'histoire. J'ai reçu une partie de la réponse à ma question de tout à l'heure. Et l'autre? En partie, c'est pour l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité. Je vais revenir un tout Je ne petit serai peu. pas aussi prétentieux que ça. C'est moi qui le dis, oui, peut-être pour professeur ma Slim Larmé. petite histoire à moi, en Alors, tout cas. je vais revenir un tout petit peu à la technicité du droit. Oui. Comme je suis juriste, moi aussi, donc bien sûr nous avons cette grande tradition méthodologique du plan et de la division, de la classification, de la définition, de regrouper des notions, des idées comme ça sous des titres, des sous-titres. Oui. Alors le plan de ce livre, c'est 3 grandes parties. La souveraineté, ça a toujours été ma partie préférée de votre cours. L'égalité et la logique de l'accord. Vous avez un tout petit peu expliqué tout à l'heure ce principe ou cette norme de la pyramide inversée qui est une norme que nous utilisons, nous autres journalistes, dans notre métier aussi. Est-ce que ces 3 grandes parties, ces 3 grandes notions, la souveraineté, l'égalité et leur produit qui est la logique de l'accord, font le tour de tout le sujet? Est-ce que ça résume tout le droit international aujourd'hui tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a écrit, tel qu'on l'a créé depuis la création des Nations Unies, ou plutôt de son grand-père, La Société des la Nations. Société des Nations, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça fait le tour de toute la question? Évidemment il est évident que dans ce livre, je n'ai pas dit tout ce que contient le droit international comme norme. Ce que ce triangle, cette pyramide inversée dit, c'est la cohérence du droit international. La cohérence, quelle est sa signification? Qu'est-ce qui lui donne sens? Et ce qui lui donne sens est quelque chose d'assez simple en vérité. Imaginons une seconde 2 personnes sur une île déserte. Sa première figure, ça peut être la figure de Robinson Crusoe, c'est-à-dire de ce blanc qui se trouve sur une île déserte et qui tombe sur comment va-t-il le nommer? Un vendredi. Je vais le nommer vendredi. Et j'en fais mon esclave. Ça, c'est le premier rapport possible. Le rapport de domination. Robinson Crusoe a fait de cet individu un esclave. La deuxième éventualité ou possibilité théorique, c'est que ces 2 personnes qui se retrouvent sur l'île décident de vouloir toute l'île pour chacun et entrent en guerre. Une guerre qui ne peut se terminer que par la victoire ou la défaite. Un vainqueur et un vaincu, évidemment. Et là, c'est la guerre de tous contre tous, la figure de Hobbes. La troisième possibilité, c'est que ces 2 êtres soient rationnels et se disent, cette île est bien assez vaste pour nous 2. Pourquoi ne nous mettons-nous pas d'accord? Il y a une source d'eau, eh bien, l'un de nous va l'utiliser le matin, l'autre l'après-midi. Un tour de rôle, voilà. Il y a l'accord, la logique de l'accord. Et le droit international, c'est cela. La cohérence du droit. Je ne parle pas des rapports internationaux. C'est qu'il y a des États également souverains. Et comme ils acceptent rationnellement qu'ils sont également souverains, ils admettent qu'il ne peut y avoir de droit entre eux que produit par l'accord. Maintenant, cette cohérence globale du droit international, vous la retrouvez dans le droit de l'environnement, dans le droit de l'espace, dans le droit de la mer, dans le droit des transports, dans le droit des communications, dans le droit de la guerre, dans le droit des relations diplomatiques. Ça donne sens
au droit international. Et ce sens n'est pas extérieur, il est immanent au droit international. Il est porté par le droit positif international. Et c'est cela ce qu'il faut mettre en exergue. C'est cette cohérence. C'est ce triangle, cette pyramide inversée. D'accord. Donc vous parlez du droit international public et privé, dans ces deux branches finalement. Le droit parce que international public, vous avez évoqué essentiellement. beaucoup de Oui. disciplines, le droit du travail, Oui, le droit de l'environnement, le droit à l'environnement, le droit de la guerre. Vous avez évoqué beaucoup de disciplines, pratiquement presque toutes les disciplines du droit international. Ah, je suis un peu perplexe. Il me reste 2 minutes, très très rapidement. Une question que vous avez posée, comment vous répondez à cette question? Est-ce que la souveraineté résiste encore? Que les États n'ont pas subi les effets de la mutation de l'ordre politique international et de la mondialisation libérale pour perdre leur souveraineté? oui. Ça c'est l'épilogue. Ça c'est l'épilogue, Oui, ça, c'est c'est-à-dire l'épilogue, oui. ce qui serait par rapport à la thèse que je défends dans ce livre, une sorte d'antithèse, ou une sorte de négation. Non pas la négation de cette cohérence que je viens de vous exposer, mais la logique de puissance ne s'est pas exprimée en droit international dans le cadre de ce qu'on appelle la mondialisation par une remise en cause de la cohérence du droit international, mais par un autre biais. Par le fait qu'avec des normes tout à fait classiques du droit international, les États ont accepté la servilité. Les États ont accepté la servilité, les États du tiers-monde, je veux dire. La plupart d'entre eux, en tout cas, en ne remettant pas en cause les principes de ce droit, mais en acceptant la logique de la mondialisation. Tous les accords d'association conclus entre les États africains, des Caraïbes, du Pacifique et les États méditerranéens avec l'Union européenne correspondent au même modèle. Nous sommes vos satellites et nous le voulons. Ce « et nous le voulons » qui fait que ces accords ont été ratifiés par les États, ils ne sont pas imposés. Ils ont été choisis. Ils ont été voulus, ne remettent pas en cause la cohérence du droit international, mais remettent en cause sa substance. Tout à fait. C'est en cela que cet épilogue est une négation du livre. Et merci d'y avoir pensé. C'est l'une des parties que j'ai lues avec un immense plaisir, Sislim Larmeni. Et c'était un moment de bonheur profond que de vous recevoir, de vous retrouver, mon professeur. Merci infiniment pour le livre. Merci infiniment pour votre passage au Studio 1. C'est moi qui vous remercie et vous allez de suite avoir un plaisir et un bonheur encore plus Nous profond. sommes tous Il est là. très heureux. Et vous regardez avec beaucoup d'admiration depuis tout à l'heure. Hein. Vous n'avez pas fait attention qu'il était là. Oui, c'est Fadel Jazili qui sera avec nous juste après Fedia Sohel qui présentera le flash de 18h. Merci Sislim Larmeni. Merci infiniment.